Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors aujourd'hui on va changer un peu puisqu'on va faire un challenge de CTF et pas une machine que ce soit RootMe ou HackTheBox. Mais avant de démarrer, je tenais à remercier pour les commentaires qu'il y a sur la chaîne, notamment ceux qui corrigent quand je dis des bêtises. C'est toujours instructif de corriger les bêtises en mettant un commentaire sous les vidéos. Du coup, donc cette semaine, on va se pencher sur un challenge qui s'appelle USB 2, qui était au CTF Definite 2020, donc c'est pas très vieux, ça a quelques mois je crois. Et donc c'est un challenge de forensique, comme on le voit dans la catégorie ici. Donc je vais commencer par vous donner une définition du forensique. Donc le forensique, c'est l'idée c'est de comprendre ce qui s'est passé sur une machine qui a été compromise. Donc pour différentes raisons, hein, soit le client souhaite savoir ce qu'ont pu faire les attaquants, soit c'est lié à un cybercrime, donc on cherche à identifier les auteurs, etc., etc. Par contre, ça va être une vidéo qui est pas très pour orienter débutants, donc je suis désolé pour ça et je compte sur Chouchou qui finira peut-être par faire des vidéos pour débutants sur du forensique. Et démarrons tout de suite par la lecture donc de l'intitulé de ce challenge. Donc il y a 3 choses à récupérer. La première c'est l'exécutable, le nom de l'exécutable qui a été exécuté depuis une clé USB sur ce système compromis. La seconde chose ce sera de savoir combien de fois cet exécutable a été exécuté. Et la troisième chose, c'est récupérer le SHA-1, donc le hash de l'exécutable en question. Donc c'est un challenge très réaliste, hein, puisque dans la vraie vie, évidemment, quand on essaie de comprendre ce qui s'est passé, c'est super intéressant de d'identifier le nom de l'exécutable, et encore mieux si on peut avoir son hash. Donc c'est parti. Alors on démarre le challenge avec uniquement un fichier, qui est une image disque dur. Donc on va, à partir de cette image, essayer de comprendre ce qui a pu se passer sur ce système, et donc essayer de trouver les exécutables qui ont été exécutés dessus. Je vais utiliser pour cela un logiciel qui s'appelle FTK Imager, en espérant que je l'ai déjà installé là-dessus. Ah, peut-être que je peux le lancer directement de là-dedans, outils... Est-ce que j'ai bien FTK Imager? Ah oui, c'est bon, il est bien installé sur ce système. Alors, donc c'est une belle interface graphique sur Windows. Donc je fais tout simplement fichier ajouter des evidence items. Donc moi ça va être image file. Suivant, je vais sélectionner le fichier qui nous a été fourni dans le CTF, usb.ad1. Contrairement au nom du fichier, c'est pas une image USB, hein, c'est vraiment l'image d'un système Windows, on va vite s'en rendre compte. Et je fais finish. Donc il ouvre cette image de disque dur. On ouvre à l'intérieur, on voit donc qu'il va voir dans la partition, etc. Et on voit vite effectivement que c'est un système Windows, puisqu'on a les deux répertoires classiques sur un système Windows, à savoir Windows qui contient le système et Users qui contient les différents utilisateurs et leurs dossiers sur le système. Donc FTK Imager permet de parcourir l'arborescence. On peut aussi faire des recherches, mettre des bookmarks. Donc c'est vraiment un outil pas mal pour le forensique. Et après je crois qu'il y a une version payante. Celle-là c'est la version gratuite, mais si on veut l'utiliser de manière professionnelle, il doit y avoir une version payante si ma mémoire est bonne. Voilà, donc on va pas utiliser toutes les fonctionnalités de cet outil, mais ce sera pas mal pour résoudre ce challenge CTF. Donc première question, quels sont les exécutables qui ont été lancés sur ce système? Alors, la réponse, comme souvent en forensique sur de Windows, se trouve dans la base de registre, puisque dans la base de registre il y a un paquet d'informations très utiles pour comprendre ce qui s'est passé sur un système. Un autre endroit où on aurait pu trouver l'information, c'est dans les logs Sysmon.
mais sur ce challenge, enfin sur cette image disque dur, les logs Sysmon n'étaient pas activés, donc ce sera pas la solution à suivre. Par contre, dans la base de registre, on va trouver effectivement des informations intéressantes. Donc la base de registre, elle est comprise dans différents fichiers. Un de ces fichiers, c'est le ntuser.dat, qui est dans chaque répertoire home, on va dire, de l'utilisateur. Voilà, ici on a les différents fichiers log et le fichier ntuser.dat qui contient les clés de registre liées à cet utilisateur James. Donc on va regarder ça. Alors, pour cela je vais exporter ce fichier. Je vais le mettre sur le bureau. Bim, du coup il se retrouve, il est là, ntuser.dat. Et pour l'ouvrir, je vais utiliser un logiciel que j'aime bien, qui fait partie des multiples logiciels qu'on peut trouver en forensique sur le site d'Eric Zimmerman, que je mettrai en lien puisque c'est très pratique. Et donc, on va utiliser celui qui s'appelle Registry Explorer, puisqu'on va explorer une base de registre, enfin un fichier contenant une base de registre. Alors, est-ce qu'il est installé? Oui. On laisse démarrer tranquillement. Voilà, donc ça ressemble un peu à l'interface du précédent logiciel FTK Imager. Donc, dans Registry Explorer, je vais charger la ruche, donc en anglais load hive. Et donc je vais charger ce qu'on a extrait de l'image disque dur, à savoir le fichier ntuser.dat qui contient des clés de base de registre. Donc il y a des différences entre la primary sequence number, ça on peut ignorer. Oui, let's go. Parfait, donc là on entre dans les valeurs de clés de registre qui sont stockées dans le fichier ntuser.dat. Donc dans ces nombreuses valeurs de clés de registre, c'est un peu historiquement sur Windows la base de registre stocke un paquet de trucs, c'est pas super clair quand on connaît pas. Mais bon, en tout cas il y a un répertoire intéressant dans ces clés. Enfin c'est pas un répertoire d'ailleurs, ils appellent ça chemin je crois. Chemin dans la base de registre. Je vais voir s'il y a un nom qui est plus précis que ça. Non, bon. Alors c'est dans Software, Microsoft, Windows, Current Version, Explorer, User Assist. User Assist, il est là. Et là donc on a un paquet de ce qu'on appelle UID, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc c'est pas mal de choses, enfin c'est des numéros générés aléatoirement et là du coup c'est un petit peu à la recherche dans ces différents répertoires de celui qui a des valeurs dedans. Donc là on voit qu'il y en a 6 ici et il y en a 28 là-dedans, donc c'est probablement ici que c'est intéressant. Donc qu'est-ce que c'est que toutes ces clés? Et ben c'est comme on peut le voir, les exécutables qui ont été exécutés sur le système dont on a extrait cette ruche de l'image disque dur. Du coup, évidemment, comme le dit l'intitulé, on s'intéresse à un exécutable qui a été exécuté depuis une clé USB. Donc, clé USB, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'expliquer ce que c'est. Je rappelle juste que effectivement, c'est très utilisé par les attaquants pour compromettre des systèmes, puisque on a quand même relativement, enfin c'est des attaques connues de laisser traîner des clés USB genre sur des parkings d'une entreprise ciblée en attendant que quelqu'un branche sa clé sur la machine. Et si ma mémoire est bonne, pour Stuxnet, donc l'attaque de la centrale nucléaire iranienne par les Israéliens et les Américains, qui date déjà depuis quelques années, je sais plus quelle année c'était, ils avaient utilisé ça pour donc atteindre des systèmes qui sont pas connectés à Internet. Donc ici on veut savoir ce qui est exécuté depuis une clé USB, donc c'est relativement simple, il suffit de regarder dans les noms des programmes, et ceux qui sont exécutés avec E2 points, on peut imaginer que en général le système étant sur ces deux points, E2 points est peut-être une clé USB. Donc on en a un certain nombre,
Donc comment savoir lequel de ces programmes est le bon? Alors en mode CTF, je pense que on perd pas de temps, on les essaye un par un parce qu'il y en a pas beaucoup et on finit par tomber sur le bon. Mais si vous êtes dans une vraie investigation, il faut essayer de corréler avec d'autres éléments. Et on peut corréler comme autre élément, c'est la valeur dans la base de registre qui indique quelles sont les clés USB qui ont été branchées sur le système. Alors ça, on va la trouver dans une ruche qui n'est pas dans ntuser.dat, mais qui est dans le fichier système. Donc je reviens sur FTK Imager. On va dans Windows, si je dis pas de bêtises, c'est système 32. Config. Voilà, donc on a SAM, Security et System, tout ça c'est des fichiers importants pour le système de Windows. Nous, celui qui nous intéresse, c'est System. Donc de la même manière que tout à l'heure, je vais exporter ce fichier System sur mon bureau d'investigateur. Je vais sur Registre Explorer, je charge la ruche, je cherche le système que je viens de extraire. Tout comme tout à l'heure, j'ignore le fait que c'est dirty. Et du coup, on a un deuxième fichier qui s'est ajouté à mes ruches, qui est donc le fichier système. Dans ce fichier système, donc j'ai d'autres valeurs de la base de registre. Et celle qui nous intéresse pour voir quelles sont les clés USB qui ont été branchées est dans CTRL-7, enum, USB Tor. Et là, on a un certain nombre d'entrées qui semblent être des noms de constructeurs de clés USB. Donc comme on le voit, chacune de ces entrées a un sous-répertoire. Et dans ce sous-répertoire, ils ont tous des paramètres device, donc paramètres machine, et des propriétés. Dans les propriétés, on a encore plein de UID. Et dans ces UID, on a des répertoires qui contiennent des valeurs. Et donc si je les parcours un par un, normalement, si je dis pas de bêtises, je vais tomber sur celui-là qui nous intéresse. Alors en fait, là on voit reg file time avec une date et une heure. C'est le moment où il y a eu la dernière écriture sur le périphérique USB en question. Du coup là effectivement on aurait besoin de savoir quel est le périphérique USB qui a été utilisé pour cette attaque. Et il s'avère que dans notre cas, c'est, si je me trompe pas, celui-là, 83 AD 066. Voilà. Et là on voit que ce périphérique a été, la dernière fois qu'on a écrit dessus c'était le 17 mai 2020, donc effectivement c'est un CTF qui a eu lieu en mai j'imagine, en tout cas pas loin. Et donc avec cette valeur on peut corréler avec l'endroit où on était tout à l'heure. Donc si je réouvre, il a gardé l'endroit ouvert, c'était celui-là. Donc on dit le 17 à 18h15. Donc si je viens ici, on est d'accord, le 17 à 18h15, si je viens ici, on voit que je vais trier par last execute. On voit que c'est effectivement le 17 et 18h15, donc tous ceux qui sont avant celui-là, ça peut pas être eux
qui ont été exécutés. Alors un autre endroit où on peut creuser pour savoir lequel de ces 5 exécutables restants est le bon, c'est une autre... donc ce coup-ci c'est pas dans la base de registre, c'est un fichier qui peut nous aider. Si on va, je reviens sur FTK Access Data, si on va dans le répertoire James, Users, James il est là, app data, roaming, Microsoft, Windows, et là dans ce répertoire Windows on va sur Recent, donc qui sont les choses qui ont été exécutées récemment sur le système, les fichiers quoi. Là on voit qu'il y a un lien vers une clé USB E qui a été fait à 19h11. Donc on a encore une estimation encore plus précise de l'exécution, de la date d'exécution de l'exécutable, date et heure. Du coup, 19h11, on voit qu'ici c'est SVC host et spool SV, donc c'est les deux derniers qui sont vraiment exécutés à ce moment-là. Du coup, là entre les deux, par contre, il faut investiguer sur les deux, puisque après si le type ce qu'on peut utiliser c'est un SVC host, son spool SV aussi, c'est pas des fichiers qui sont censés être sur des clés USB, puisque c'est des fichiers qui gèrent les services Windows. Enfin SVC host c'est l'exécutable qui gère les services Windows notamment. Du coup effectivement il n'a rien à faire sur une clé USB et c'est très suspect cette exécution de svc host.exe sur une clé USB. Donc en tout cas si on est sur le CTF et qu'on tente comme flag svc host.exe, on a le flag. Enfin on a... ah oui non on sait pas puisqu'il faut mettre les trois d'un coup. Donc on a deux possibilités mais avec un qui semble bien plus probable que la seconde. Donc une fois qu'on a terminé ce point 1 et identifié le fichier exécutable, on doit chercher combien de fois il a été exécuté sur le système. Donc ça c'est assez simple puisqu'on était déjà dessus, c'est la colonne run counter. Donc on voit que par exemple celui-là a été exécuté 40 fois, mais nous le SVC host a été exécuté qu'une fois. Donc c'est assez simple et très rapide pour récupérer cette seconde valeur. La troisième valeur est plus intéressante, c'est donc récupérer le SHA-1 de ce fichier. Et c'est là que ce challenge est intéressant puisqu'on va utiliser ce qu'on appelle Limecache. Et du coup, donc je vous remets dans le contexte. On a une image système où il y a un fichier suspect qui a été exécuté dessus. Une image d'un disque dur. Et ce fichier, svchost.exe, comme il est exécuté depuis un périphérique USB, évidemment, il n'est pas stocké sur l'image disque dur du disque dur principal. Donc on n'a pas moyen d'investiguer qu'est-ce qu'il y avait dans ce fichier. Par contre, grâce à AMCache, on va pouvoir donc extraire le hash SHA-1 de cet exécutable, ce qui est quand même vachement pratique d'un point de vue investigation, pour l'identifier et même si on n'aura pas son contenu, on aura un indicateur très efficace et très utile pour l'investigation. Alors, je vais commencer par donc la Mcache, je vais pas vous faire un discours dessus, donc on va le voir de toute façon, c'est une clé de registre qui stocke donc l'information qui nous intéresse. Je vais quand même vous mettre un lien vers une vidéo qui explique bien mieux que moi ce que c'est Mcache. Je vais le mettre sur ce navigateur. Donc une vidéo qui est faite par par Blanche Lagny qui travaille à l'ANSSI. Et j'ai pas accès à internet sur celui-là, c'est pas grave. On va prendre un autre navigateur ici. Voilà. Donc une vidéo qui a été faite pour le SANS apparemment.
en 2019, donc qui n'est pas très ancienne. Je mettrai évidemment le lien en dessous cette vidéo. Donc une fois qu'on voit un peu comment marche AMCache, une fois de plus, on va encore s'appuyer sur un des formidables outils d'Eric Zimmerman, qui s'appelle AMCache Parser, et qui va donc nous permettre de parser, comme son nom l'indique, et d'extraire les valeurs qui nous intéressent de ce cache, de ce fichier qui s'appelle amcache.hve, donc un fichier natif Windows. Comme vous le verrez dans la vidéo de Blanche, il n'est pas présent sur tous les systèmes Windows, mais principalement sur les systèmes Windows les plus récents. Donc nous, on va voir si ce fichier est présent. Donc je reviens sur FTK Imager, et dans Windows, donc dans le système, appcompat, il est là, Programs, on voit qu'il y a bien le fichier amcache.hve, donc c'est parfait. On va pouvoir extraire les hashes des exécutables qui ont été exécutés dans ce système Windows. Donc pour cela, un peu comme tout à l'heure, je vais faire export file, je vais le mettre sur le bureau. Parfait. Je vais également prendre le log 1 sur le bureau aussi, et le log 2. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser le amcacheparser.exe de Monsieur Zimmerman. Alors, est-ce que je l'ai... Donc les fichiers amcache, on les voit ici. Je vais les mettre sur la droite là. Il y a celui-là, celui-là et celui-là. Et amcache parser, cool. J'ai bien déjà sur le bureau, il est là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un PowerShell. Je vais aller dans ce répertoire. Donc si je fais dire, on a effectivement ce amcacheparser.exe. Et donc je vais le lancer, amcacheparser.exe, avec comme argument "-f" pour dire que le fichier se trouve sur le bureau et il s'appelle amcache.hve. En sortie, je veux un fichier CSV qu'on va mettre sur mon bureau. Ou alors je le mets au même endroit pour être sûr. Amcache parser. Et that's all, je pense que ça devrait le faire. Administrator privilege not found. Mais je pense pas que ça le dérange ça. Donc on voit qu'il a effectivement utilisé les deux fichiers log 1 et log 2 pour restituer les transactions. Et une fois qu'il a pu faire ça, il a donc extrait les valeurs qui nous intéressent dans un fichier CSV. Et si je vais dans ce fameux dossier, il m'a effectivement créé nombreux, enfin pas si nombreux que ça, 6 fichiers CSV avec les valeurs qu'il a pu extraire du amcache. Donc, il ne nous reste plus qu'à ouvrir ces dossiers. Bon, j'ai pas Excel sur cette machine, mais c'est pas grave, on va le faire à l'ancienne avec Notepad++. Et donc dans ces nombreux CSV, celui-là qui nous intéresse, c'est le Unassociated File Entries. Donc ça c'est, si je dis pas de bêtises, le fichier où il y a les exécutables qui sont pas connus, pas signés par Windows, etc. Qui est donc un fichier très intéressant pour quand on fait du forensique et qu'on cherche l'exécution d'un malware qui est en général non signé, et donc un exécutable non connu par le système Windows. Et donc une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à chercher notre fameux fichier svc host qui était sur le lecteur E2. On le voit ici, sur cette ligne, qu'il a donc bien été exécuté à 16h16. Donc ça doit être en UTC ou en tout cas pas l'heure du système. Est-ce que c'est écrit binary PE file? Ils disent pas. Destroy timestamp, donc ça a creusé pour l'heure, à quelle heure c'est, je me rappelle plus. Mais bon, en tout cas, on a effectivement un hash. Mais il y en a deux en fait.
Ah ouais, là c'est le vrai SVC host, enfin le vrai en tout cas. Une colonne true, not true. Ah ouais, ISOS component peut-être. Donc effectivement, nous ce qui nous intéresse c'est uniquement celui-là qui était sur le lecteur USB. Et là pour le coup il n'y a qu'une seule entrée qui correspond à ce fichier. Et donc a priori, ah bah c'est ça que je dis comme bêtise, c'est qu'il y a deux dates différentes. Il y a effectivement la date d'exécution sur le système à 19h11:03, donc c'est bien l'heure qu'on avait trouvé dans la base de registre. On a bien le hash qui est ce qu'on recherche comme information, donc le hash 1 de cet exécutable. Et après, on a d'autres informations derrière, y compris une seconde date qui correspond à je ne sais pas trop quoi. Bah voilà, donc en tout cas ça suffit pour résoudre ce challenge CTF, puisque si on revient sur le flag à fournir, il fallait donc donner le file name, donc svchost.exe, le nombre de fois exécuté c'était 1, et la hash value, c'est la valeur qu'on a trouvée, et avec ça le flag passait, et on gagnait 766 points dans ce CTF. Voilà donc pour cette première vidéo forensique, pour montrer un peu comment font les investigateurs et les investigatrices pour récupérer des informations sur qu'est-ce qui s'est passé sur un système. Évidemment, une fois qu'on a ce hash, après on peut faire de la recherche sur VirusTotal, etc. pour voir s'il n'y a pas des fichiers qui ont été identifiés publiquement qui avaient le même hash, ou si vous êtes chez un client qui a pas mal on va dire un SIEM bien configuré, voir si ce hash a été exécuté quelque part dans le parc informatique. Bon, bah il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine en ce mois d'août. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.